Van était un employé de bureau ennuyeux à mourir qui vivait à son bureau et ne rentrait que pour dormir. Cependant, un jour, il se réveille dans le corps d'un petit garçon de 2 ans et se demande où il est. Il ne comprend pas pourquoi ses mains sont si petites et il court aussitôt partout dans la pièce pour se repérer. Il va droit vers la fenêtre et reste fasciné par le château médiéval et la ville qu'il voit dehors quand soudain sa servante, Till, arrive en courant pensant que Van va sauter par la fenêtre sans parachute. Elle l'aide à descendre et lui dit qu'il est dangereux de rester à la fenêtre et Van lui répond qu'il était juste fasciné par le paysage et qu'il n'a pas pu s'empêcher de regarder. Till ne comprend pas comment Van peut parler un anglais aussi soutenu à 2 ans alors qu'il devrait regarder Skibidi toiler et s'abrutir devant Fortnite. Soudain, Van se rappelle qu'il a de vagues souvenirs d'avoir vécu dans cet endroit. Il décide de faire un point rapide et dit à Till qu'il s'appelle Van Neferdiro et que son père est le marquis Jalpa. Il se souvient aussi des noms de ses 3 frères aînés et Till pense que c'est la réincarnation de Newton. Bientôt, c'est l'heure du petit déjeuner et 3 servantes entourent Van pour le nourrir parce qu'il est trop mignon. Van aime l'attention qu'il reçoit, car même s'il a le corps d'un enfant de 2 ans, c'est en fait un pervers d'âge mûr à l'intérieur. Soudain, le père de Van, Jalpa, demande à ses fils leur projet pour la journée et il lui parle des matières qu'ils vont étudier aujourd'hui. Ensuite, Jalpa tourne son attention vers Van et lui demande ce qu'il va faire. Van répond sérieusement qu'il ne sait rien, alors il va commencer par les bases et apprendre la culture et l'histoire de leur pays. Ses frères sont stupéfaits de l'entendre parler ainsi, mais Jalpa se met à rire en se disant qu'il a sous-estimé son plus jeune fils. Il pense que Van sera doué pour la magie du feu comme lui et sa défunte épouse et dit qu'il fonde de grands espoirs en lui. Van sait déjà qu'il existe différents attributs magiques dans ce monde, mais les nobles préfèrent les 4 éléments de base que sont le feu, l'eau, le vent et la terre, car ils ont une grande puissance offensive. Tous les autres types d'attributs magiques sont considérés comme une honte et tous les frères de Van possèdent l'un des 4 éléments. Plus tard dans la journée, Van en apprend plus sur leur pays grâce à Till et il est ravi de découvrir combien d'espèces intelligentes peuplent leur monde. Till lui dit qu'ils ont la liste habituelle d'elfes, de nains et d'autres, mais les autres servantes lui disent qu'un enfant ne comprendra pas tout ça. Van dit à Till de ne pas prêter attention à ces idiotes ignorantes et commence à l'interroger sur les outils magiques à la place. Elle lui parle des cristaux et des pierres magiques qui peuvent stocker la magie et servir à fabriquer des outils magiques. Pendant que Van apprend les bases, le vieux majordome Esparda pose une pile de livres devant lui, disant qu'il faut voir ce qu'il sait déjà avant de commencer sérieusement son éducation. Van est un peu intimidé par sa moustache à l'air sévère et dit à Esparda qu'il ne sait pas encore bien lire, mais qu'il connaît un peu les maths. Le majordome commence par les bases élémentaires et lui demande combien font 3 plus 5. Et quand Van répond à la question sans compter sur ses doigts, le majordome est si impressionné qu'il décide de lui donner des cours particuliers. Van comprend tout de suite que ça va être l'enfer, et il a raison car Esparda le fait étudier du crépuscule à l'aube. Mais grâce à cela, Van apprend à lire et à écrire en seulement quelques semaines. Après cela, il continue d'étudier dur, et quand il fête ses 4 ans, il est temps pour lui de commencer les cours d'escrime. Sa première partenaire d'entraînement est Till, qui esquive comme si elle était allergique à l'épée en bois de Van. Il tombe à genoux après avoir échoué à la toucher une seule fois, et Till le taquine en disant qu'elle a gagné. Van la poursuit en boudant, mais les autres servantes jalouses immobilisent Till car elle insulte un noble. Elles disent à Van de la punir pour son impolitesse, mais il leur répond que tout va bien. Cependant, les servantes sont coincées et insistent pour que Van punisse Till. Alors, il lui donne juste une petite chiquenaude sur le front et dit à tout le monde que justice est faite. L'année suivante, Van se concentre sur l'escrime et à 5 ans, il bat les élèves plus âgés car ce ne sont que des enfants aux attaques simples, alors qu'il est un homme adulte au cerveau développé. Les autres élèves sont impressionnés par le génie de Van au combat et ils sont encore plus touchés de voir qu'il les traite avec gentillesse malgré leur statut social inférieur. Après cela, Van fait une pause quand Dee, le commandant adjoint des chevaliers, arrive pour examiner ses mains. Il trouve les mains de Van très douces et sans callosité, ce qui le fait se demander comment il est devenu si bon sans assez d'entraînement. Van lui dit qu'il est trop occupé par ses études pour s'entraîner régulièrement, et Dee révèle que le marquis a ordonné à Esparda de tripler la difficulté des leçons de Van. C'est un grand choc pour Van, mais il comprend enfin pourquoi ces leçons étaient si longues et si difficiles. Dee lui demande s'il veut apprendre l'escrime, car il suppliera le marquis de réduire ses leçons pour qu'il puisse s'entraîner et devenir le plus grand épéiste du pays. Van lui dit qu'il veut se concentrer sur ses leçons et l'escrime, et Dee décide de l'entraîner personnellement pour obtenir les meilleurs résultats. Il assure à Van qu'il sera indulgent puisqu'il n'est qu'un enfant, mais c'était un mensonge plus gros que tout ce qu'un politicien a pu dire. Les leçons de Dee sont diaboliquement dures, mais malgré tout, Van apprécie sa vie après sa réincarnation. Une autre année passe, et Van, désormais âgé de 6 ans, est connu comme un génie dans tout son territoire. Cependant, il finit par s'épuiser, car sa vie ne tourne qu'autour des livres et des épées.
Alors un jour, il dit à Till qu'il veut sortir dehors. Bientôt, elle l'emmène au marché avec 2 chevaliers et Van est ravi de voir les différents types de boutiques. Il est intrigué par le grand bâtiment derrière lui et Till lui explique que c'est la chambre de commerce de Mary, une immense entreprise avec des succursales dans tout le pays. Van réalise que c'est juste le Walmart de ce monde quand soudain il voit un homme traîner un garçon qui a l'air vraiment sale et amoché. L'homme dit à Van de regarder ailleurs car ce n'est pas un spectacle et ses chevaliers s'apprêtent à décapiter cet imbécile pour avoir insulté un noble. Van les arrête et demande à l'homme pourquoi il traîne ce garçon. Il répond avec arrogance qu'il va vendre son fils comme esclave et que personne ne l'en empêchera. C'est une nouvelle choquante pour Van, mais Till lui explique que les pauvres de ce monde vendent souvent leurs enfants comme esclaves pour gagner un peu d'argent. Van est vraiment horrifié, mais avant qu'il ne puisse intervenir, une femme à la peau mate arrive, toute excitée de voir le fils cadet du marquis. Till confirme fièrement et montre le blason familial à la femme, qui se présente comme Rosalie de la chambre de commerce de Mary. Van demande immédiatement à Rosalie combien le garçon aux cheveux bleus serait vendu. Elle lui jette un coup d'œil rapide, puis demande à son père s'il a un attribut magique. Il répond qu'il a de la magie pour voler des choses, et Rosalie dit que le garçon ne peut être vendu que pour 3 grandes pièces d'argent. Cela met en colère le vieux salaud, qui commence à frapper son fils parce qu'il est si inutile que son prix de vente est inférieur à l'abonnement mensuel OnlyFans de Sophie Rain. Rosalie lui dit d'être plus gentil avec son fils, mais il décide de l'emmener dans une autre boutique pour en obtenir un meilleur prix. Soudain, Van propose d'acheter le garçon pour 5 grandes pièces d'argent et le salaud accepte l'offre à contre-cœur. Van libère le garçon et l'aide à se relever en lui demandant son nom. Le garçon se présente sous le nom de Cam alors qu'il prend la main de Van et se lève. Van lui dit qu'il est libre d'aller où il veut maintenant, et Till lui demande pourquoi il laisse partir le garçon alors qu'il vient de l'acheter. Van répond qu'il voulait simplement l'aider. Il apprend ensuite que Cam n'a nulle part où aller et décide de l'emmener au manoir. Les chevaliers disent à Van qu'il ne peut pas emmener normalement un garçon d'origine inconnue au manoir et qu'il doit le prendre comme esclave. Étant un gars moderne qui déteste l'esclavage, Van se sent blessé par cette phrase, mais comme Cam est d'accord, il décide de suivre l'idée. Rosalie l'interrompt et dit qu'ils doivent finaliser le contrat d'esclavage avant cela et demande aux 2 garçons de lui tenir les mains. Elle utilise ensuite un sort pour lancer le sort de contrat sur Cam, créant un tatouage sur le dos de sa main pour montrer qu'il sert désormais Van. Sur ce, Van emmène Cam au manoir et il devient bientôt un serviteur talentueux et fidèle. Un jour, Cam vient dire à Van que Dee le cherche et Van lui donne un biscuit pour mentir en disant qu'il n'est pas là. Cam accepte le pot de vin puis dit que Dee sait déjà qu'il est là, mais Van lui dit d'inventer une histoire s'il le faut. Il remarque alors que Cam ne porte pas les gants qu'il lui a achetés et il déclare qu'il veut montrer son tatouage au monde entier car c'est la preuve qu'il sert Van. Cependant, quand Van dit qu'il voulait vraiment qu'il porte les gants, Cam change immédiatement d'avis. À ce moment-là, Dee frappe à la porte et Cam sort pour lui dire que Van n'est pas là. Day dit qu'un serviteur vient de le voir entrer, mais Cam dit que le gars doit prendre des champignons puissants en plein jour. Dee en doute car il voit des miettes de biscuits autour de la bouche de Cam, mais celui-ci les essuie rapidement et dit qu'il doit aussi prendre des champignons pour imaginer des choses. Dee est impressionné par l'audace du jeune esclave qui lui répond pour protéger son maître. Il décide donc de l'entraîner à la place de Van. 2 années de plus passent et Van fête ses 8 ans, ce qui signifie qu'il est temps pour sa cérémonie d'évaluation. Tout le monde fonde de grands espoirs en lui et ils veulent qu'il devienne leur seigneur car il est non seulement un génie mais traite aussi tout le monde avec gentillesse. Son père est également certain que Van pratiquera la magie de l'élément feu comme lui, mais tous ses espoirs sont remplacés par du dégoût et de la déception lorsqu'il apprend que Van a un talent pour la magie de production. Jalma dit que la magie de production est considérée comme le pire type de magie pour les nobles car elle permet de créer des épées et autres à partir de matières premières et d'imagination. Cependant, tout cela peut être fait même sans magie et personne n'a besoin d'un noble qui n'est qu'un forgeron glorifié. Jalma dit que lui et sa défunte épouse sont tous 2 de puissants mages de feu et il ne peut accepter que leur fils ait la magie la plus faible. Il sort son épée et dit qu'il aurait dû la sortir cette nuit-là à la place, mais qu'il va corriger ses erreurs maintenant. Van est pétrifié de peur et ne sait que faire, mais avant que son père ne le frappe, son frère aîné Murcia intervient pour le défendre. Il suggère qu'ils ont un village reculé dans leur territoire qui n'est pas encore développé et qu'ils devraient laisser Van s'en charger. Jalma lui demande d'en dire plus et Murcia explique que ce village sans nom n'a que 100 habitants et qu'ils n'ont aucun atout. Il y a de puissants monstres dans les montagnes au nord et le domaine d'un autre noble se trouve juste à côté d'eux.
De plus, leur royaume rival, Yelineta, est juste après le village et ils n'y font que quelques exercices d'entraînement militaire. Jalma accepte aussi le plan car le village sans nom est un territoire récemment acquis et ils ne sont pas encore fidèles à leur famille, ce qui fait de l'envoi d'un membre de la famille une excellente décision. Ils félicitent Murcia d'avoir trouvé une utilité à la honte de leur famille et dit à Van de partir pour le village dès qu'il le pourra. Quand tout le monde est parti, Murcia s'excuse auprès de Van d'avoir proposé de l'envoyer dans un endroit si rude, mais il ne voulait pas qu'il meure de la main de leur père. Van le remercie de lui avoir sauvé la vie et Murcia promet de l'aider autant qu'il le peut pour qu'il mène une vie confortable au village. Bientôt, Van commence à faire ses bagages et Till est furieuse contre le marquis de l'envoyer si loin, mais il lui dit qu'il a hâte d'y être car il y aura beaucoup de temps libre. Alors que ses bagages sont chargés, Van pense au fait que son père ne l'a pas laissé emmener de chevalier et Murcia a dû engager des aventuriers pour le protéger. En plus, il n'avait le droit d'emmener que Cam au début, mais grâce à l'intervention de son frère, Till vient aussi avec lui maintenant. Soudain, Dee arrive et dit à Van qu'il l'accompagne pour terminer son entraînement. Van ne veut absolument pas de ça et dit que son père a interdit au chevalier de l'accompagner. Dee répond qu'il n'a pas eu de nouvelles à ce sujet et il amène même 2 de ses chevaliers avec lui. Ce n'est pas tout, car Esparda arrive aussi, disant à Van qu'il a pris une retraite anticipée de ce manoir et qu'il l'accompagnera pour continuer à lui enseigner. Une fois que le carrosse démarre, Van est un peu déçu de ne même pas pouvoir utiliser le blason familial car son père veut l'envoyer au loin secrètement. Cependant, toute la ville est réunie pour lui dire adieu car les chevaliers portent d'énormes bannières annonçant le départ de Van. Van panique en voyant ça et demande ce qu'ils font, et les chevaliers lui disent qu'ils ne font que suivre les ordres de Dee et qu'ils ne peuvent pas retirer les bannières sans son accord, mais il dort pour l'instant. Sur ce, toute la ville dit au revoir à Van et il promet de revenir un jour. Plus tard, Van prend une petite brindille et utilise sa magie de production pour la transformer en épée, ce qui dans la vraie vie nécessiterait une sorte de réaction nucléaire pour changer le bois en métal. Cam et Tiv sont impressionnés, et Van dit qu'il veut juste voir s'il y a un bon moyen d'utiliser sa magie que l'on dit inutile. Till lui dit alors qu'ils sont proches du village maintenant, et Van a hâte de le voir. Il dit à Cam que si la vie au village ne lui plaît pas, il pourra toujours retourner au manoir. Il est prêt à annuler le contrat d'esclavage et assure à Cam qu'il pourra servir Murcia, qui le traitera bien. Cam refuse immédiatement, disant qu'il a déjà juré de servir Van, et qu'il restera avec lui jusqu'à la fin. Van est un peu déconcerté par cela, car on dirait une demande en mariage, ce qu'il n'a jamais connu dans sa vie passée. Soudain, le carrosse tremble et s'arrête, et Van ouvre la fenêtre pour savoir ce qu'il se passe. Un chevalier lui dit qu'il y a des problèmes, car le village est attaqué par des bandits. Van convoque immédiatement une réunion, et Dee lui dit que les bandits ont l'habitude de se battre, donc les villageois n'ont aucune chance. Ils sont environ 50, et bien que l'épée mûre de bois empêche les bandits d'avancer, ils utilisent des flèches pour attaquer les villageois. Dee dit à Van qu'ils devraient combattre les bandits, car ils peuvent les repousser si tout le monde travaille ensemble. Mais le chef des aventuriers, Orto, refuse de coopérer. Il dit que sa mission est seulement de garder Van jusqu'au village et il ne laissera pas ses hommes se lancer dans une bataille désavantageuse. Dee soutient que les villageois sont les premiers citoyens sous le règne de Van et qu'ils devraient se battre pour les défendre. Orto lui dit que ses idéaux conviennent à un chevalier, mais lui et ses hommes sont des aventuriers, donc cette logique ne s'applique pas. Dee n'a pas d'argument, alors il demande à Orto de protéger Van pendant que lui et les chevaliers repoussent les bandits. Il sait qu'il pourrait mourir et demande aux aventuriers d'emmener Van et de retourner en ville si nécessaire. Cependant, Esparda s'oppose à ce plan manifestement stupide. Il dit à tous qu'il a l'air d'un serviteur ordinaire, mais qu'il est en fait un mage élémentaire, et qu'il les aidera à gagner. Tout le monde a du mal à le croire, mais Esparda déclare qu'il créera un mur, et les aventuriers devront attaquer à distance derrière. Cela distraira les bandits, et Dee et les chevaliers les attaqueront sur les flancs en même temps. Esparda pense qu'une fois les bandits attaqués de tous les côtés, ils s'enfuiront. Van lui demande s'il compte rester et se battre, et le vieux majordome confirme, disant qu'il doit attaquer pour attirer l'attention des bandits. Van dit que c'est dangereux et qu'il peut mourir, mais Esparda veut partir en beauté. Van lui dit qu'il ne peut pas mourir ici après avoir servi sa famille pendant des décennies, et il ne veut pas non plus que les chevaliers meurent. Il sait que s'il perd Esparda et Dee maintenant, il ne pourra pas développer le village seul et son père l'exécutera sûrement pour son échec. C'est pourquoi Van pense à une alternative et annonce qu'il servira de leur. Tout le monde est choqué d'entendre cela et Till refuse immédiatement de laisser faire. Elle dit qu'elle sera le leur à la place et Cam est prêt à prendre sa place. Van répond qu'il ne veut voir personne de proche mourir. C'est pourquoi il deviendra le leur.
Il prévoit de conduire le carrosse et d'attaquer les bandits de front, donnant aux autres la chance d'attaquer par les côtés. Dee pense que c'est trop risqué, mais Van lui rappelle qu'il s'est entraîné avec lui, donc il ne mourra pas si facilement. Et même s'il meurt, il n'y a pas de plus belle fin pour un noble que de mourir pour son peuple. Il tire son épée et dit à Dee de laisser son corps s'il périt, car il ne veut pas que le nom de sa famille soit souillé par sa mort. Les paroles de Van touchent Torto, qui se rappelle qu'il n'était pas ravi de garder le fils d'un noble car il pensait qu'ils étaient tous arrogants. Cependant, quand Van est venu le saluer et l'a même félicité pour son allure cool et impressionnante, son opinion a un peu changé. Maintenant qu'il voit Van risquer sa vie pour son peuple, il décide de ne plus être un lâche et annonce qu'il va se battre à ses côtés. Van lui dit que c'est au-dessus de ses moyens, mais Orto répond qu'il ne peut pas avoir la classe s'il laisse un enfant risquer sa vie devant lui. Ses amis sont d'accord, et Dee s'avance aussi, disant qu'il ne peut pas laisser son seigneur risquer sa vie tant qu'il est encore en vie. Esparda approuve, ajoutant qu'il devra tout reprendre à zéro avec Van s'il pense que risquer sa vie est une bonne stratégie. Il élabore aussitôt un nouveau plan et crée un mur de terre en quelques secondes avant de dire aux chevaliers et aventuriers de flanquer les bandits. Orto et son ami Costo se précipitent d'un côté, tandis que Dee et ses hommes foncent de l'autre. Pendant ce temps, les autres aventuriers tirent des flèches depuis l'arrière du mur, abattant quelques bandits et distrayant les autres. Leur chef leur ordonne de viser d'abord ceux derrière le mur, mais Dee surgit à ce moment-là et en élimine un paquet d'un coup. Orto, les aventuriers et les chevaliers se joignent également à l'action. Et comme si ça ne suffisait pas à terrifier les bandits, Dee commence à dégager une aura menaçante qui les fait s'enfuir. Le chef des bandits comprend qu'ils ne peuvent pas gagner ainsi, alors il charge vers les murs pour tuer les gens qui sont derrière. Orto tente d'alerter son équipe, mais ils ne réagissent pas à temps, et le simili-cyclope s'apprête à frapper l'intello aux cheveux verts. Van arrive à la rescousse juste à temps et provoque le chef des bandits pour attirer son attention. Il passe entre les jambes du colosse, puis lui tranche les genoux par derrière, le faisant s'écrouler au sol. Cam rejoint aussi le combat et bondit vers le chef des bandits en prenant appui sur sa hache pour porter un coup de grâce dévastateur. Peu après, tous les bandits restants sont capturés, sans que les forces de Van ne subissent la moindre perte. Orto se réjouit d'avoir obtenu le meilleur résultat possible, et dit qu'une fois payé, leur travail ici sera terminé. Mais il est désormais un peu intrigué par Van. Il voit en lui un grand potentiel, et demande à son équipe s'ils veulent rester pour voir ce qu'il fera de ce village sans nom. La moitié d'entre eux disent qu'il n'y a pas assez d'argent ici, mais son équipe de base reste car ils ont vu Van à l'œuvre et croient qu'il n'est pas ordinaire. Ils veulent miser sur lui car ils sont sûrs qu'il réussira un jour, et ils pourront alors récolter les fruits de leur loyauté. Pendant ce temps, Till secoue Van pour avoir risqué sa vie et lui dit de la laisser affronter le danger la prochaine fois. C'est alors que Dee et les autres arrivent et informent Van que les villageois se sont rassemblés à la porte. Il décide d'entrer dans le village avec fierté et espoir, mais en le voyant, il perd un peu des deux car il semble faible et démuni. Le chef du village accueille Van et le remercie de lui avoir sauvé la vie, et la première question de Van est de savoir s'ils ont déjà été attaqués. Le vieil homme confirme, disant qu'ils ont déjà été attaqués de nombreuses fois cette année. Van en demande la raison et le chef répond qu'avant, le village faisait partie d'un autre territoire et que des chevaliers y patrouillaient. Depuis qu'ils font partie du territoire de la famille Ferdio, plus personne n'est venu s'occuper d'eux. Van s'en excuse et explique que son père ne reconnaît pas encore la valeur des petits villages. Cela énerve les villageois et le vieux chef demande si les nobles pensent que les petits villages ne valent pas la peine d'être protégés. Van lui dit qu'il est inutile de blâmer qui que ce soit, ce qui rend les villageois encore plus furieux. Ils disent qu'un noble ne comprendrait jamais ce qu'ils endurent. Mais Van répond qu'il parle de l'avenir du village et que sa colère n'a pas sa place ici. Il dit que les nobles sont responsables de l'état du village, mais que les lois du fondateur du royaume en sont la cause principale. Il ajoute que blâmer la loi ne changera rien et qu'ils doivent faire autre chose pour protéger le village. La première solution est de produire quelque chose de si précieux que le royaume ne pourra pas les ignorer. La deuxième est de gagner assez d'argent pour engager des mercenaires, et la dernière est d'améliorer le village lui-même. Une jolie villageoise lui dit qu'ils y ont aussi pensé, mais qu'ils n'ont absolument rien. Van lui répond que les choses ont changé, car ils ont un nouveau seigneur qui fera tout pour défendre le village. Mais les villageois ne lui font pas confiance, car ce n'est qu'un enfant. Mais quand Esparda et Dee se présentent comme l'ancien majordome en chef et le vice-commandant de l'ordre des chevaliers, les villageois reprennent soudainement espoir. Le chef demande à Van s'il possède une puissante magie élémentaire, et il clarifie aussitôt que sa spécialité est la magie de production, donc ils ne doivent pas attendre de force de combat de sa part. Les villageois boudent ouvertement et l'ego de Van en prend un coup. À ce moment, un villageois lui demande quoi faire pour les impôts, car ils ont du mal à payer 30% de leurs revenus. Van décide de les réduire à 10% jusqu'à ce que le village soit stable, et tous les villageois commencent déjà à l'apprécier. Ensuite,
Van dit qu'ils doivent renforcer les défenses et demande à Esparda si son mur de terre est durable. Le majordome répond qu'il ne tient que peu de temps avant que le mana ne s'épuise, redevenant un simple tas de terre. Van décide de construire un mur solide plus tard, mais demande à Esparda d'en créer un par magie en attendant. Le vieux majordome érige aussitôt un immense mur tout autour du village, laissant tout le monde pantois. Après ça, Van dit qu'il faut des fosses et des pièges pour ralentir les bandits, et Dee lui demande de s'en charger. Van se tourne vers les villageois, disant qu'ils doivent s'unir pour reconstruire le village afin d'en faire un lieu prospère. Ensuite, Van se rend dans la forêt pour tester pleinement sa magie de production. Il prend une petite bûche de bois et utilise sa magie pour en ressentir chaque centimètre. Il divise ensuite le bois en fils très fins, puis les tisse en un motif solide, créant un cube de fierté. Till et Cam demandent ce que c'est, et Van leur explique que c'est un cube en nanomatériaux, vraiment très résistant. Il en crée tout un tas, et bientôt Orto et ses amis passent par là. Ils sont intrigués par ces cubes colorés, et Orto demande s'il peut essayer d'en trancher un. Il lance un bloc en l'air, puis frappe de toutes ses forces. Mais le bloc heurte un arbre voisin sans la moindre égratignure. Orto n'en revient pas car son coup aurait pu fendre la pierre, mais le cube en nanomatériaux est intact. Après cela, Van continue d'expérimenter sa magie et crée des armes et d'autres objets jusqu'au coucher du soleil. Till lui demande s'il n'est pas fatigué, car la magie de production consomme beaucoup de mana, mais Van se sent très bien. Il se demande quelle quantité de mana il possède et crée nonchalamment un katana en bois, car qui se soucie de la science et de la conservation de l'énergie quand on a la magie? Les yeux de Cam brillent en voyant ce nouveau type d'épée, alors Van la lui offre, et Till se met aussi à le regarder avec des yeux suppliants. Van lui donne une hache, mais Till n'est pas contente du tout car elle a un crâne effrayant qui ne colle pas avec son style mignon. Plus tard cette nuit-là, alors que Till et Cam dorment, Van s'assoit devant le feu de camp, incapable de se reposer. Il se sent fatigué après avoir voyagé et combattu et aussi sale car il n'a pas pris de bain depuis des jours. Il pense que ses serviteurs vont bien, mais ils doivent aussi être fatigués et il lui faut des installations de base avant de s'occuper du village. Le lendemain, Van commence à empiler des nanocubes dans un espace ouvert pour en faire une maison. Les villageois se rassemblent pour voir ce qu'il fait et même Van n'est pas sûr de pouvoir créer quelque chose d'aussi grand. Cependant, il se concentre sur les détails et les étapes de la construction d'une maison. D'abord, il érige des piliers robustes qui soutiendront le poids du plafond, puis il construit des murs autour. Ensuite, il construit d'autres pièces avec des portes et des fenêtres, puis ajoute le toit pour terminer le bâtiment. Ainsi, sa maison est terminée en un instant, et personne ne peut croire que Van a construit un manoir entier en quelques secondes. Mais il est heureux d'avoir enfin une maison où vivre confortablement. Tout le village et les amis de Van fixent le manoir bouche bée et Till dit que sa magie de production est plus adaptée pour gouverner un territoire que la magie élémentaire. Van reste humble, disant que la magie offensive est globalement meilleure car elle permet à un noble de protéger son peuple. Il pense que les gens se sentent mieux sous un noble qui lance des boules de feu plutôt qu'un ouvrier du bâtiment glorifié. Till et Cam ne sont pas d'accord et disent qu'ils préféreraient vivre dans sa ville plutôt que dans celle de son père. Mais Van pense qu'ils sont juste partiaux envers lui. Mais Esparda pense qu'ils ont raison. Il dit à Van qu'en temps de guerre, on préfère les nobles puissants, mais qu'en temps de paix, sa capacité est la meilleure pour leur développement. Dee, Orto et les autres partagent cet avis, et disent à Van qu'il est incroyable d'avoir créé une maison plus vite qu'Usain Bolt ne court 100 mètres. Van leur dit que s'ils apportent du bois, il peut aussi leur construire des maisons, et Dee et Orto s'empressent d'en ramasser pour être les premiers. Eh bien, ils ne sont pas les seuls à vouloir une nouvelle maison. Et le chef du village demande timidement à Van si, avec du bois, il peut aussi leur construire des maisons. Les villageois racontent que leurs maisons sont en ruine, et Van réalise que ce sera épuisant de toutes les rénover. Cependant, il ne veut pas décevoir son peuple, et il est vrai que leur maison risque de s'effondrer à tout moment. Il accepte de leur construire des maisons s'ils apportent du bois, et tout le monde est ravi d'entendre cela. Peu après, Van crée tout un quartier résidentiel d'un coup, et les gens sont toujours émerveillés par ses compétences. Ils disent que c'est une chose d'avoir beaucoup de mana, mais Van sait aussi planifier l'aménagement d'un village. Van étale ses connaissances en architecture et dit avoir utilisé un plan en damier où chaque unité compte 4 maisons reliées par de larges rues. Pour l'instant, il a fait des maisons uniformes pour éviter les disputes, mais il prévoit de les rénover quand ils auront des matériaux plus solides. Les villageois sont très reconnaissants et offrent le peu de récolte qu'ils ont à Van en cadeau. Après cela, Van crée un bain public à côté de son manoir car il veut se baigner quotidiennement. Mais les villageois sont également curieux à ce sujet. Till et la mage aux cheveux verts, pluriel, disent à Van de se baigner avec elle, et il panique en entendant cela et leur rappelle qu'il est déjà un homme adulte. Les filles se baignent en premier, et pluriel dit que Van
Van ne ressemble à aucun autre noble qu'elle a rencontré et qu'il est vraiment gentil et sage. Till commence immédiatement à jacasser sur la grandeur de son maître, et une fois qu'elle a fini de raconter tout cela à sa nouvelle amie, c'est au tour des garçons de se baigner. Van et Cam entrent les premiers, et Van remarque que Cam se muscle après s'être entraîné régulièrement avec Dee. Quand on parle du loup, Dee et les chevaliers arrivent au bain public juste à ce moment-là, puis l'idiot musclé commence à brandir sa lourde épée dans le bain public. Après le bain, Van va se reposer dans sa chambre et s'affale sur le lit, pensant qu'il peut enfin se reposer après une journée épuisante. Le lendemain matin, il se réveille et découvre que les chevaliers ont creusé une tranchée autour du village pour le protéger des pillards, et Van dit qu'ils doivent la remplir d'eau pour de meilleurs résultats. Ils ont également besoin d'eau pour boire, pour l'agriculture et pour le bain public. Van décide donc que leur prochaine priorité sera de sécuriser une source d'eau stable. Ils repèrent immédiatement un point d'eau à proximité, puis Esparda crée un petit canal dans cette direction. Dee et les autres garçons commencent à élargir et à allonger le canal, et Van les suit, utilisant sa magie pour stabiliser les parois et le fond du canal afin de les rendre étanches. Il remarque que Dee s'en donne à cœur joie en creusant le sol dur, et Esparda dit qu'il est assez actif pour un homme d'une quarantaine d'années. Cam et les chevaliers se tuent également à la tâche, et Van pense qu'il faudra au moins une semaine pour que le canal soit terminé. Cependant, il est déterminé à assurer l'approvisionnement en eau du village, car une fois qu'ils auront toutes les installations de base, les marchands commenceront à leur rendre visite, et il pourra améliorer le niveau de vie de chacun. Eh bien, Van semble avoir surestimé l'enthousiasme de ses ouvriers, et juste à la fin de la journée, ils sont déjà à mi-chemin du village. Van dit que c'est assez et leur dit d'arrêter, et Dee lui demande quel est le problème car il peut continuer. Van lui dit que tout le monde n'a pas l'énergie débordante de Dee comme lui, et Cam et les autres tremblent comme des feuilles. Dee réalise que tout le monde n'est pas bâti comme lui. Il accepte donc de faire une pause pour la journée, même s'il a encore assez d'endurance pour finir le canal tout seul. Le canal est terminé le lendemain, et toutes les personnes impliquées se rassemblent au bord de la rivière pour assister à son inauguration. Van dit à Esparda d'ouvrir la vanne et il brise un bouchon de pierre pour laisser l'eau s'écouler dans le tunnel. Tout le monde applaudit en voyant l'eau couler régulièrement dans le canal qu'ils ont créé et les villageois sont étonnés de voir autant d'eau d'un coup. Bientôt, l'eau remplit les tranchées autour du village, mais Van craint que cela ne provoque des inondations une fois que les pluies auront commencé. Il décide de creuser un lac derrière le village pour éviter cela et Esparda dit qu'il servira également de réservoir pour les périodes de sécheresse. Peu après, Van et ses amis construisent un lac derrière le village et tout le village s'y rassemble pour le voir. Ils ne peuvent contenir leur joie en le voyant, et le chef du village remercie Van car désormais ils n'auront plus à marcher des kilomètres pour aller chercher de l'eau pour leur famille. Quelques jours plus tard, Van renforce le mur du village en ajoutant des morceaux de pierre à la boue, puis en les transformant en béton grâce à sa magie de production. Tout le monde est certain qu'avec un mur aussi solide, peu importe si les bandits les attaquent. Mais Van n'est pas satisfait. Il décide de renforcer encore leur défense en installant des balistes au sommet du mur et place des boucliers devant elles pour pouvoir attaquer les ennemis tout en restant à l'abri de leurs attaques à distance. Van dit que ce ne sont que des choses basiques, mais tout le monde n'est pas d'accord avec lui car elles ont l'air vraiment cool et impressionnantes. Il pense que plus personne n'osera s'en prendre à leur village désormais. Et Esparda dit qu'il est faux d'appeler cet endroit un village car il commence déjà à ressembler à une forteresse. Dee dit que si Jalpa savait que Van était capable de cela, il ne l'aurait jamais renvoyé et en aurait même fait son successeur immédiatement. Esparda n'est pas d'accord, affirmant que Jalpa accorde beaucoup plus d'importance aux capacités de combat et qu'il n'aurait jamais apprécié pleinement le talent de Van. Dee soutient que Van a une force de combat plus que suffisante et qu'il est probablement plus fort que n'importe qui d'autre. Esparda rétorque que le pouvoir de Van est excellent pour protéger les gens, mais qu'il ne peut pas conquérir d'autres territoires. Dee prend cela comme une insulte personnelle et dit que la guerre est plus que de simples soldats s'affrontant à l'épée. Voyant que les deux hommes deviennent plus sérieux qu'ils ne le devraient, Van leur demande d'arrêter. Il dit que se disputer sur le talent et son utilité ne leur apportera rien de bon, et qu'ils doivent faire de leur mieux pour vivre une vie meilleure avec ce qu'ils ont. Dee commence à rire en réalisant son erreur, et il est d'accord avec Van, disant qu'il deviendra un grand dirigeant peu importe où il sera envoyé. Il dit avec assurance qu'un jour, il pourrait même avoir un domaine qui rivalise avec celui de son père. Mais Van est plus intéressé par le petit déjeuner car il a vraiment faim. Il savoure son petit déjeuner. Till le lui prépare et elle est contente qu'il l'apprécie car il manque un peu d'ingrédients. Van réalise que c'est inquiétant et Esparda lui dit qu'améliorer la défense du village est une bonne idée, mais qu'ils doivent aussi se soucier de ses revenus. Ils n'ont aucun contact à part les marchands qui viennent ici une fois par mois. Van répond qu'il peut s'occuper des meubles et des couverts et que les villageois produisent assez de légumes pour subvenir à leurs besoins, donc ils peuvent s'en sortir très bien. Esparda essuie le morceau d'omelette de sa moustache tout en disant à Van qu'ils n'ont pas d'assaisonnement ici,
et qu'ils n'ont pas non plus les ingrédients pour les desserts au four que Van aime tant. Van est choqué d'entendre cela, et se tourne immédiatement vers Till, comme si elle l'avait trahi. Il décide de lancer une industrie spéciale pour rapporter au village tout l'argent nécessaire. Il demande aussitôt des idées à son équipe, et Cam suggère de vendre les nanocubes car c'est un matériau révolutionnaire. Van refuse l'idée sur le champ car il est le seul à pouvoir s'en servir. Ensuite, Till propose de chasser des monstres pour les matériaux, mais Van rejette aussi l'idée car seuls les aventuriers et les chevaliers le peuvent. Et Sparta pense qu'il est dur de trouver quelque chose de spécial ici, alors Van décide d'y réfléchir sérieusement. Plus tard, il croise le costaud du groupe d'Orto, qui dit que ses serviteurs l'adorent car quand il a demandé de montrer ce que valèrent leurs armes, ils ont refusé de les abîmer en s'en servant. Van est déçu par les deux et dit que les armes sont faites pour servir et que s'ils se les gardent dans le cul, elles ne les aideront pas le moment venu. Van les encourage à utiliser leurs armes et l'aventurier à la carrure imposante sort un bouclier en cuir d'orque. Il prétend qu'il est très robuste et peut mesurer la puissance de leurs armes, puis les incite à l'attaquer. Cam accepte à contre-cœur et frappe doucement le bouclier avec son katana. Monsieur Grand Format lui demande d'y mettre plus de force car ça ne compte même pas comme une attaque. Mais l'instant d'après, il remarque qu'un morceau de son bouclier tombe par terre. Il n'arrive pas à croire que le bouclier qu'il vient de faire fabriquer soit déjà détruit. Et en plus, Van lui dit que l'épée ressemble à du métal, mais qu'elle n'est faite que de bois. Ça fait pleurer le costaud à chaudes larmes, mais Van répare son bouclier instantanément avec sa magie. À ce moment-là, Orto arrive et demande à Van s'il veut leur acheter des minerais précieux. Van est stupéfait de le voir avec une charrette remplie de minéraux rares. Et Orto explique que les montagnes près du village regorgent de minerais et qu'ils n'ont pas besoin d'aller loin. Il a du minerai de fer, de cuivre et d'argent, et aussi un petit peu d'or. Cependant, la trouvaille la plus précieuse est le minerai de mithril et Van devient fou en le voyant. Il se demande pourquoi personne n'a trouvé ces ressources avant, et Orto dit que l'endroit est trop loin et peu pratique pour que quiconque s'y intéresse. Après ça, Van décide de travailler le minerai de fer et le transforme lui aussi en nanocube. Le costaud s'excite en voyant ça et demande à Van s'il peut fabriquer des épées avec. Van s'en veut encore pour son bouclier, alors il accepte et le costaud lui demande une épée courte et une épée longue. Van s'occupe d'abord de l'épée courte, imaginant chaque détail pour la rendre solide, tranchante et belle. Le costaud est ravi de voir l'épée et les autres aventuriers l'entourent pour mieux voir pendant que Van crée une épée longue identique. Ça rend les aventuriers dingues et ils demandent à Van s'il peut aussi leur fabriquer des épées. Il décide d'en faire une pour chacun car ils ont apporté le minerai, puis Pluriel lui dit que ces épées pourraient se vendre très cher. Van se dit que s'il fait des épées en mithril, elles se vendront encore mieux quand Esparta arrive sur les lieux. Il examine le minerai de mithril et dit qu'il est très rare d'en trouver. Mais si les aventuriers en ont trouvé en forêt avant même d'entrer dans la montagne, ça signifie qu'un donjon est proche. Il dit que si un donjon est découvert ici, le village sera sous les projecteurs et des milliers de gens viendront chaque jour l'explorer. Bien que ce soit un atout majeur pour leur économie, Van dit qu'ils ne peuvent pas accueillir autant de monde. De plus, il craint d'être attaqué par le pays rival et même par les nobles voisins à cause du donjon. Pluriel dit que si un donjon est trouvé, le père de Van enverra aussitôt des chevaliers pour le protéger. Et Van répond que son père l'a presque renié, il sera donc envoyé ailleurs si ce village devient important. Pluriel comprend maintenant que Van veut développer davantage le village et en faire son territoire permanent avant de découvrir le donjon et de le signaler. Et Orto dit qu'ils essaieront de ne pas se rendre dans la région où le donjon pourrait se trouver. Ses amis acceptent, et Van les remercie de garder le secret alors qu'il gagnerait plus en le découvrant. Peu après, Van rénove encore le village avec de meilleurs matériaux et Till craint qu'il ne se surmène. C'est alors qu'un villageois arrive en criant qu'une meute de lézards cuirassés s'approche du village. Van ordonne aussitôt à tout le monde de se mettre à l'abri derrière les murs, puis verrouille les portes. Les villageois sont terrifiés par les monstres, mais Van leur demande de se battre à ses côtés car ensemble, ils peuvent surmonter n'importe quel obstacle sur leur chemin. Le discours de Van motive les villageois et ils jurent de se battre jusqu'au bout pour protéger le village. Van leur dit de se rendre immédiatement sur le mur et de se positionner derrière les balistes. Cam lui dit qu'Orto et son groupe sont partis à la chasse, donc ils ont besoin de quelqu'un pour prendre le commandement de la situation et Van décide de monter avec le reste de ses concitoyens. Cependant, Till lui saisit le bras, les larmes aux yeux, et Van ne veut surtout pas lui faire de la peine. Il demande à Dee d'y aller et de lui décrire la situation en temps réel pendant qu'il donne les ordres. Dee accepte et se précipite sur le mur, et ce qu'il voit devant lui le laisse totalement stupéfait. Il dit à Van qu'environ 40 lézards blindés se dirigent vers eux, et qu'ils mesurent environ 8 mètres de haut, ce qui équivaut à 3 éléphants empilés les uns sur les autres, en unité de la liberté. Dee commence à paniquer en voyant cela.
car même un groupe de chevaliers chevronnés a du mal à venir à bout d'un seul lézard cuirassé, et en ce moment, ils n'ont qu'une poignée de combattants entraînés. Vayne lui ordonne de charger les flèches de fer dans les balistes géantes, et il s'exécute immédiatement. Ses chevaliers disent que les armes normales sont inefficaces contre leurs écailles, et Dee le sait aussi. Il dit qu'il a gagné toutes ses batailles jusqu'ici, mais cette fois, il veut faire confiance à Van. Il ordonne à tout le monde de charger les balistes, puis il donne l'ordre de faire feu. Les flèches disparaissent dès qu'elles touchent les lézards, et il faut un instant à Dee pour se rendre compte qu'il y a un énorme trou à chaque endroit où les flèches frappent. Les lézards cuirassés touchés par les flèches s'effondrent au sol après quelques secondes d'inertie, et dès la première salve, les villageois parviennent à en abattre 10. Dee est impressionné par la qualité des armes fabriquées par Van, ainsi que par les villageois qui, pour une raison inconnue, visent mieux que mes coéquipiers sur Call of Duty en partie classée. Il dit à tous de se préparer pour le deuxième round, mais il ne reste qu'une flèche par baliste. Dee leur dit de charger et de tirer quand même, et ils réussissent à abattre d'autres lézards cuirassés. Pourtant, il reste la moitié des lézards, et ils n'ont plus de munitions. Dee transmet le message à Van, qui cherche une solution au problème quand il se rappelle soudain que l'épée en bois de Cam a réussi à trancher le bouclier haut de gamme de Fatih. Il pense que ça pourrait aussi marcher contre les lézards cuirassés, et dit à Dee d'utiliser les flèches en bois. Les chevaliers pensent que c'est de la pure stupidité, car le bois ne traversera pas la peau des lézards, dur comme de l'acier. Day leur dit de la fermer, car Van leur a déjà prouvé qu'ils avaient tort plusieurs fois, et il va lui faire confiance. Il ordonne aux villageois de charger les flèches en bois et de tirer, et même ces flèches parviennent à percer les lézards bien qu'elles se coincent à mi-chemin. Heureusement, c'est assez pour toucher leurs organes vitaux et les tuer sur le coup, et maintenant, Dee sait que personne ne peut les battre. Il dit aux villageois de charger et de tirer à nouveau car ce soir, ils vont se régaler de viande de lézard. Les villageois obéissent et font pleuvoir des flèches sur les lézards cuirassés, anéantissant tout ce qu'il en reste. Day proclame fièrement leur victoire à Van et au reste des villageois, qui commencent à acclamer bruyamment. Il serre Van fort dans ses bras et il essaie encore de réaliser que ses armes en bois ont fonctionné contre de puissants monstres. De retour en haut du mur, les chevaliers remarquent que personne n'a été blessé de leur côté et qu'il reste beaucoup de munitions. Dee trouve que la bataille a été si rapide qu'il est un peu déçu, mais ça montre à quel point la capacité de Van est surpuissante. Peu après, les villageois commencent à traiter les cadavres de lézards sous la direction du groupe d'Orto, revenu assez tard. Orto leur dit de conserver les yeux, les crocs, la peau et le noyau magique pour la vente, tandis que la viande doit être stockée pour être mangée. Il dit qu'habituellement, traiter des lézards cuirassés prend beaucoup de temps et que la plupart de la viande pourrit avant d'être utilisée. Mais grâce au couteau fabriqué par Van, le travail est vraiment facile. À ce moment-là, Van arrive, inspecte la montagne de viande et décide d'organiser une grande fête pour célébrer leur victoire. La nuit, les festivités commencent et les gens peuvent manger autant de viande qu'ils le souhaitent. Le groupe d'Orto parle à Van et lui dit que les armes qu'il a fabriquées pour eux fonctionnent vraiment bien. Day surprend cela et demande à Van s'il a fabriqué des armes pour les aventuriers avant lui et le groupe d'Orto commence à montrer ses épées. Day devient jaloux en entendant cela et demande à Van de lui fabriquer une épée, et il est prêt à lui signer un chèque en blanc pour ça. Les autres chevaliers veulent aussi des armes faites par Van, et il leur dit timidement qu'il ne peut pas leur prendre d'argent, mais qu'il est un peu occupé. Il promet de leur fabriquer un nouvel équipement une fois les affaires du village réglées, et les chevaliers en sont satisfaits. Après cela, Orto dit à Van qu'habituellement un lézard cuirassé se vend 20 pièces d'or, mais comme la viande va pourrir, il peut en tirer environ 8 par lézard. C'est quand même beaucoup d'argent et Van est dépassé en pensant à la façon dont il va utiliser tout cet argent. Esparda lui annonce une mauvaise nouvelle, lui disant que lorsqu'un village gagne plus de 100 pièces d'or, il doit en donner la moitié au marquis en taxes. Van a l'impression d'avoir perdu ses économies dans une arnaque crypto en entendant ça et demande s'il y a un moyen de frauder le fisc. Esparda lui dit qu'ils ne peuvent pas cacher la vente d'autant de matériel et Van perd tout espoir. Cependant, il craint surtout que son père ne découvre l'importance de ce village, car il l'exilerait alors dans un autre endroit lointain. Soudain, Esparda trouve une solution et dit qu'ils peuvent faire un compromis en faisant le rapport à Murcia plutôt qu'à Gelpa. Van réalise qu'ils peuvent attribuer la gloire d'avoir vaincu les lézards à son frère aîné, ce qui couvrira leurs actes et leur permettra de rester ici. Le lendemain, 2 marchands arrivent au village et sont stupéfaits de voir l'énorme muraille aux allures de forteresse devant eux. Ils se rejettent la faute pour avoir mal lu Google Maps et s'être perdus quand soudain Van apparaît en haut de la porte et leur souhaite la bienvenue. Les marchands sont choqués car ils reconnaissent en Van le fils génie du marquis et se demandent ce qu'il fait dans un endroit si reculé. Il se présente comme Belle et Rango de la chambre de commerce de mairie et Van les laisse entrer. Dès que les frères marchands atteignent l'entrepôt, ils restent bouche bée en voyant les matériaux récoltés sur les lézards cuirassés.
Ils ont du mal à croire qu'un si petit village ait pu chasser tous ces monstres. Mais Van veut juste savoir s'ils peuvent leur acheter tout ce matériel. Les marchands acceptent aussitôt et demandent un mois à Van pour organiser une équipe complète afin d'évaluer et de tout transporter. Van accepte et leur propose de la viande gratuitement car elle va pourrir de toute façon puisqu'il ne peut pas créer de frigo pour l'instant. Il demande ensuite aux frères de regarder des armes également en vente, et ils sont totalement époustouflés par la qualité. Ils acceptent immédiatement le prix demandé par Van sans négocier, et il leur demande d'en faire la promotion. Les frères hésitent à répondre, et Van réalise que ces débutants se prennent pour des pros capables de monopoliser le commerce de ces épées. Il leur dit que même s'ils essaient de garder le secret, les gens découvriront le village en suivant l'itinéraire qu'ils empruntent. Les frères sont choqués d'entendre cela et Van leur dit qu'il existe un autre moyen de réaliser des bénéfices insensés. Ils ont hâte d'en savoir plus et il leur propose d'ouvrir une boutique dans leur village. Les frères acceptent aussitôt l'offre et s'inclinent devant Van en signe de gratitude, et il leur dit qu'ils devraient bâtir leur boutique sur le champ. Avant même qu'ils ne comprennent, Van crée la boutique dont ils ont toujours rêvé et leur dit qu'il a hâte de faire de bonnes affaires avec eux. Peu après, Van reçoit deux invités auxquels il ne s'attendait pas du tout. L'une est une noble de son âge et l'autre est une maman chevalier redoutable qui assure sa protection. La maman chevalier est déjà pleine de préjugés et déclare qu'elle découvrira si Van est un vrai génie ou un imposteur. Pendant ce temps, Esparda donne des devoirs à Van, planifier une ville pour 10 000 habitants, car au rythme actuel, le village le deviendra vite. Il demande à Van quel type de cité-forteresse il souhaite, précisant que les forteresses de forme carrée sont les plus courantes. Cependant, Van veut faire les choses en grand et dit vouloir bâtir une forteresse en étoile pour forcer les assaillants à s'épuiser sur les points de défense. Esparda aime l'idée et commence à l'aider quand le chevalier roux fait irruption, disant qu'un émissaire du comté voisin de Ferdinando veut le voir. Van les laisse entrer et il s'avère que ce sont la même jeune noble et la maman chevalier. Il les salue et la maman se présente sous le nom de Mira, devenue vicomtesse après avoir gravi les échelons depuis le rang de chevalier. La jeune fille se présente nerveusement comme étant Arte, la benjamine du comte Ferdinando, et Van les invite toutes deux à s'asseoir. Mira demande aussitôt à Van pourquoi il pense qu'elles sont là, et il répond qu'elles sont là pour le jauger et le rallier s'il s'avère menaçant. Elle éclate de rire en entendant cela car Van a raison, puis elle explique que le comte Ferdinando pense que le marquis Jalpa a envoyé son fils prodige ici pour conquérir ses terres. Cependant, Mira pense plutôt que Van a été envoyé ici parce qu'il ne possède aucune magie élémentaire. Van décide de jouer franc jeu et lui confirme qu'elle a raison pour la magie élémentaire, mais qu'il n'est pas là pour faire la guerre, ayant simplement été exilé par son père. Mira refuse d'y croire en voyant à quel point Van a développé le village en si peu de temps et elle est convaincue qu'environ 5000 soldats l'accompagnent pour en faire une base militaire. Van s'esclaffe en entendant cela, puis s'excuse avant de dire à Mira qu'il a été chassé de sa famille avec pour seul bien ses bagages et cam, sans que personne ne vienne lui dire adieu. Mira demande alors si le majordome et le commandant adjoint des chevaliers sont des hallucinations, Eddie répond qu'il est venu de son plein gré achever la formation de Van, ignorant les ordres de rappel. Esparda ajoute qu'il a pris sa retraite et enseigne à Van par pur plaisir, tandis que Till affirme vouloir le servir pour toujours car il traite tout le monde avec bonté, peu importe leur rang social. Cela n'explique toujours pas ce développement rapide, alors Van décide de faire une démonstration à ses invités pour aller plus vite. Il les emmène hors du village et demande à Esparda de créer un mur de terre afin qu'il puisse le transformer en une muraille digne d'une forteresse. Mira est impressionnée par la magie du vieux majordome, mais elle affirme que le mur s'effondrera dès qu'il n'aura plus de mana. Van utilise aussitôt sa magie pour changer le mur de boue en béton solide, puis se sert de nanocubes de bois pour créer une porte. Mira et Art sont stupéfaites en voyant cela et interrogent Van sur la nature de son attribut magique. Il répond qu'il utilise la magie de production, considérée comme la pire forme de magie, et que c'est pour cette raison qu'il a été exilé ici. Entendre cela rappelle à Art sa propre vie malheureuse, puis Mira décide d'aborder le second point de sa venue. Elle annonce à Van qu'elle doit lui offrir la main d'Art, et il comprend que le comte veut lui donner sa fille pour qu'il ne tente pas de conquérir ses terres. Il dit à Mira qu'un mariage est inutile, car il ne veut de conflit avec personne, et qu'il développe le village simplement pour y mener une vie paisible. Mira lui avoue qu'elle voulait d'abord empêcher les fiançailles d'Arte avec le seigneur d'un petit village anonyme, pensant qu'elle n'y serait pas heureuse. Mais après avoir vu le potentiel et le caractère de Van, elle soutient désormais leur union. Elle loue son intelligence, son charisme et sa volonté de transformer les épreuves en défis, ajoutant que si c'était légal, elle l'épouserait elle-même. Van s'excite à l'idée d'avoir une épouse protectrice, mais malheureusement, il ne peut prétendre qu'à Arte pour le moment. Mira se tourne vers Arte, lui demandant si elle veut épouser Van car elle ne trouvera honnêtement pas d'homme meilleur. Arte devient timide et dit que Van est quelqu'un de bien, mais qu'elle n'a pas encore songé au mariage.
Van lui dit aussi de prendre son temps, car c'est une décision capitale, et Mira annonce qu'elles passeront la nuit au village pour y réfléchir. Van est choqué d'apprendre qu'elle reste dormir, mais quand Mira demande s'il a une chambre d'amis, il décide de leur construire une auberge à la place. Après ça, ils dînent, et Van décide d'en apprendre plus sur la fille qui pourrait devenir sa future waifu. Elle lui dit qu'elle aime les choses mignonnes, comme les fleurs et les poupées, et Van demande s'il peut voir ses poupées. Art est ravie que quelqu'un s'intéresse à elle, et elle accepte avec joie de montrer à Van les poupées dans son carrosse. Plus tard, Van raccompagne les deux dames à l'auberge et Mira laisse les deux enfants seuls pour qu'Art dise à Van qu'il est gentil avant de s'enfuir. Van retourne ensuite à son manoir, où Esparda lui dit que puisque le comte a envoyé sa fille épouser le seigneur d'un village sans nom, elle n'est sûrement pas mage non plus. Van réalise maintenant qu'Arte a aussi été exilée de chez elle et il décide de la laisser rester au village si elle le souhaite, même s'il ne se fiance pas. Le lendemain matin, Tilekam réveille Van en hâte et il leur demande pourquoi ils ont interrompu son rêve alors qu'il allait embrasser Sydney Sweeney. Till lui dit qu'il y a des choses plus importantes dans la vraie vie et que Dee et Esparda sont déjà arrivés sur place. Van leur demande de lui expliquer ce qu'il se passe et Till répond qu'il saura tout en arrivant au lac Van, le lac qu'il a créé il y a quelques jours. Van est choqué d'apprendre que les villageois ont donné son nom au lac et il se jure de les empêcher de donner son nom au village aussi. Il arrive bientôt au lac pour découvrir que tout le village est déjà là, et Dee le mène droit à la cause de l'agitation, une sirène cachée dans le lac. Esparda explique à Van que les sirènes vivent d'habitude dans de belles rivières au fond des forêts, là où les humains ne peuvent pas polluer. Pourtant, quelques sirènes sont apparues dans le lac créé par Van, et personne ne comprend comment une espèce si rare est arrivée jusqu'ici. Van décide de parler à la sirène pour savoir pourquoi elle est là, mais elle ne répond pas à ses questions. Il se demande si elle est sourde ou si elle ne comprend pas le langage humain, et trouve une autre méthode qui marchera à coup sûr. Il ordonne à Tilekam d'apporter de la viande, et comme Van le pensait, tout le monde comprend le langage de la nourriture. La sirène nage vers lui en voyant la viande rôtie et demande si elle peut vraiment la manger. Van lui dit que c'est pour elle, et dès que la sirène en mange, elle réalise que c'est de la viande de lézard cuirassé. Elle demande qui a vaincu les lézards cuirassés, et avant que Van ne puisse être humble, tout le monde déclare à l'unanimité que c'est Van qui les a tous vaincus. La sirène est satisfaite d'apprendre cela, et elle retourne immédiatement sous l'eau et disparaît. Van se demande si elle reviendra bientôt, mais Esparda n'y croit pas car les sirènes sont plus timides que Bigfoot. Étonnamment, le lendemain, tout le clan des sirènes se présente chez Van, et il est stupéfait de les voir. Il est sûr qu'ils sont là parce qu'il a vaincu les lézards cuirassés et se demande si les sirènes vénèrent ces gros monstres à écailles. Esparda trouve son idée idiote et dit qu'il devrait demander directement aux sirènes. Soudain, le grand et effrayant chef des sirènes s'avance, remerciant Van d'avoir bien traité sa fille la veille. Van lui dit qu'il n'y a pas de quoi, puis le roi des sirènes lui demande s'il a vraiment vaincu les lézards cuirassés. Van confirme, mais ajoute que c'était un travail d'équipe, mais personne n'écoute cette partie, et ils commencent à cancaner qu'un gamin a vaincu de tels monstres. Le roi des Tritons appelle soudain Van un héros et déclare qu'il a la permission d'épouser sa fille, Lada. Van est stupéfait d'entendre cela et le roi des Tritons lui demande s'il n'aime pas les lolis. Il l'assure que quand Lada grandira, elle sera la plus maman de toutes les mamans. Mais Van ne voit que le présent et il dit au roi des Tritons que sa fille n'est qu'une enfant pour l'instant. Il dit que Lada ne semble pas comprendre le mariage contrairement à l'autre fille qui veut le lier à jamais et demande au roi pourquoi il offre sa main. Le roi des Tritons répond solennellement qu'il n'aime pas les humains, mais récemment, des lézards en armure ont envahi leur territoire et en ont tué beaucoup, alors il veut marier sa fille au héros qui les vaincra. Van comprend sa logique et lui dit qu'il n'a pas besoin d'épouser sa fille pour assurer la sécurité de son peuple. Il dit au roi des Tritons de laisser Lada épouser qui elle veut quand elle sera grande car il va les aider juste pour le plaisir. Le roi des Tritons demande si son peuple peut rester dans le lac si Van est d'accord et il est prêt à les laisser rejoindre son village. Il construit aussitôt 2 maisons de repos flottantes au milieu du lac et les sirènes s'y sentent immédiatement chez elles. Juste après, Esparta rappelle à Van qu'ils doivent s'occuper des égouts et le roi des Tritons devient curieux à ce sujet. Van explique l'architecture de leur village et comment ils utilisent une chasse d'eau géante pour évacuer leurs déchets des égouts. Le roi des Tritons propose son aide car son peuple maîtrise l'eau et grâce à eux, le travail de Van devient très facile. Le roi des Tritons lui demande de laisser l'évacuation des égouts aux habitants de l'eau car c'est le moins qu'ils puissent faire en échange d'un lieu sûr. C'est alors qu'Arte et maman Mira arrivent et elles sont choquées de voir des sirènes. Le roi des Tritons appelle soudain Van son gendre et le remercie de les aider, ce qui choque les 2 filles humaines. Mira demande à Van s'il a épousé une sirène alors qu'Arte était la première, et avant qu'il n'éclaircisse tout, Lada déclare fièrement être sa femme.
Cela aggrave les choses entre Van et Hart, alors il l'invite à faire du bateau le lendemain pour dissiper le malentendu. Hart lui dit qu'elle a déjà appris les détails par Mira plus tôt, donc il n'y a plus de confusion. Van est content de l'entendre, puis Hart commence à le féliciter d'avoir créé un lac et d'avoir tant développé son village. C'est alors que Lada vient le saluer, et elle devient jalouse de le voir avec une autre fille alors qu'il est déjà son mari dans son esprit. Soudain, d'autres enfants sirènes arrivent près du bateau et appellent Van le seigneur de la viande tout en secouant le bateau, faisant tomber Hart sur lui. Les enfants regardent la scène avec curiosité tandis qu'Hart stresse, mais Lada devient encore plus jalouse. Elle demande encore à Van ce que fait cette fille avec son mari et il lui rappelle qu'il a refusé l'offre de son père, donc ils ne sont même pas fiancés. Lada boude et plonge sous l'eau en entendant cela, et les autres enfants sirènes hurlent sur Van pour avoir malmené leur princesse. Il secoue le bateau très fort et Hart s'accroche à Van, qui essaie de soudoyer les enfants avec de la viande, mais il ne cède pas. Plus tard, le roi des Tritons en personne vient confronter Van, qui est terrifié par son air sévère. Le roi des Tritons dit avoir appris par Lada que Van flirtait avec une autre femme alors qu'il est déjà marié. Hart prend peur en entendant cela, mais Van précise qu'il n'a jamais accepté d'épouser Lada. Cependant, le roi des Tritons n'est pas là pour écouter la raison, et il déclare qu'une compétition aura lieu entre son peuple et celui de Van. Si les Tritons gagnent, Van devra officiellement reconnaître son mariage avec Lada. Van est sur le point de refuser quand Dee accepte soudainement le défi en son nom. Il promet à Van qu'en tant que commandant adjoint de l'ordre des chevaliers, il lui apportera la victoire. Même Esparta est d'accord avec Dee pour une fois, disant que plus vite ce sera réglé, plus Van aura de temps pour ses études. Mira est également à proximité et elle approuve aussi l'idée. Van dit que s'il perd, il devra se marier immédiatement. Mais Teal et Cam lui disent qu'il n'y a aucune chance qu'il perde. Il ne sait pas comment les empêcher de se moquer de lui tout le temps et finit par accepter la compétition. Le roi des Tritons propose une compétition en 3 épreuves pour être équitable et laisse Van choisir la première. Eh bien, au lieu de choisir un domaine où il aurait l'avantage, Van opte pour un match de water polo, ce qui sera difficile pour tous car personne ne sait y jouer. Van crée d'abord un bassin au milieu de l'étang, puis commence à expliquer les règles à tout le monde. Esparta est surpris car il n'a jamais entendu parler d'un tel jeu et Teal dit que Van est génial car il sait des choses que même le vieux majordome ignore. Bref, maman Mira dit à Van que les maillots qu'il a faits sont parfaits pour attirer les fans, tandis que Dee frime comme un mordu de muscu. Van demande à Mira si elle va participer aussi et elle confirme disant qu'elle veut qu'il épouse Hart plutôt que la princesse sirène et qu'elle doit tout faire pour le protéger. Bientôt, le match commence avec Mira et Teal représentant le village de Van, tandis que Lada et son père jouent pour les sirènes. Dès le début, le roi des Tritons marque un as, et bientôt, les 2 sirènes submergent les humains, ce qui n'est une surprise pour personne ayant un tant soit peu de jugeote. Teal commence à perdre espoir face à l'écart de points à la mi-temps, mais Mira s'emporte et demande si sa loyauté envers Van faiblira devant un si petit défi. Ces paroles motivent Teal et ensemble, elles commencent à regagner des points contre les sirènes en seconde période. Après une seconde période acharnée, les 2 équipes sont à la balle de match et tout dépend du point suivant. Mira saute pour contrer le smash du roi des Tritons, mais il la dépasse et Teal ne parvient pas non plus à le défendre. Sur ce, les sirènes gagnent la première manche et Teal est découragé, mais Mira réagit comme mon cousin quand il regarde IQ pour la 8e fois. Van n'est pas ravi de la voir si optimiste alors qu'ils ont perdu le premier match, puis le roi des Tritons l'aborde avec l'idée du deuxième jeu. Il fait simple et propose une course de relais à la nage, et Van réalise qu'il est mal barré car il sera impossible de battre des sirènes dans l'eau. Cependant, Dee affirme que ce sera un jeu d'enfant avec lui, et Cam se porte également volontaire pour rejoindre l'équipe. Bientôt, la compétition commence avec le départ de Lada et Cam, et comme tout le monde s'y attendait, Lada prend immédiatement une avance confortable. Cam se donne à fond pour la rattraper, mais Lada est simplement tranquille, et elle va sous l'eau pour nager encore plus vite afin de passer le relais à sa coéquipière. Cam parvient à la suivre, et dès qu'il passe le relais à Dee, le vrai jeu commence. Dee commence à faire du papillon, ce qui est la nage la plus difficile, et Van se demande pourquoi diable il a choisi ça plutôt que le crawl. Les autres chevaliers lui disent que le papillon permet à Dee d'utiliser ses muscles au maximum, et il s'élance comme un bateau à moteur, dépassant la sirène et remportant la compétition. Le roi des sirènes n'arrive pas à croire qu'ils aient perdu à la nage, mais Dee est fier de son exploit. Il sort joyeusement du bassin sans se rendre compte qu'il a nagé si vite que son maillot de bain a été arraché par la pression de l'eau. Après cela, le roi des sirènes s'approche de Van, toujours incapable de digérer sa défaite, mais prêt à régler l'affaire une fois pour toutes.
Il demande à Van de choisir le troisième et dernier jeu, et celui-ci trouve une idée qui devrait être tout aussi équitable pour les deux parties. Il crée une machine à glace pilée, puis demande à Pluriel de créer de la glace qu'il pile et sur laquelle il verse des sirops aromatisés. Tout le monde est confus quant à ce qu'il faut faire, et Van annonce que la compétition finale est un concours de mangeurs de glace pilée et qu'il va y participer lui-même. Il demande un partenaire et Art lève la main, choquant tout le monde. Bientôt, tout le monde est réuni dans la maison de repos des sirènes, et les 4 participants ont un énorme bol de glace pilé entre les mains. Van se demande si c'est trop gros, tandis que Mira dit à Art qu'il n'est pas encore trop tard pour échanger les places. Cependant, elle refuse d'arrêter de se battre pour son futur mari, et dès qu'Esparda donne le signal, tout le monde commence à s'empiffrer de glace pilée. Pas un seul d'entre eux ne peut échapper au mal de tête glacial qui accompagne la consommation de glace pilée. Mais le roi des sirènes est déterminé à faire épouser Lada par Van à tout prix. Il surmonte le mal de tête et commence à manger la glace pilée, et Lada suit son exemple. Van pense qu'ils vont perdre maintenant, mais Art surmonte son mal de tête et commence à manger la glace pilée une cuillère à la fois. Cela donne à Van le courage de continuer à se battre et il se remet à manger frénétiquement. Après quelques minutes du concours de mangeurs de glace le plus intense de tous les temps, Van et Art finissent leur bol, remportant la compétition. Le roi des sirènes accepte gracieusement sa défaite et Van est content de ne plus subir de pression pour épouser Lada. Cependant, le roi des sirènes l'appelle toujours son gendre et dit qu'il s'est montré encore plus digne de sa fille. Il repart chez lui sur ces mots et Van, perplexe, se demande quel était l'intérêt de la compétition. À ce moment-là, il commence à avoir mal au ventre, à force d'avoir mangé trop de glace et tout le monde se rassemble autour de lui pour voir comment il va. Pendant ce temps, Mira dit à Art qu'elle a fait du bon travail, mais elle ne peut que continuer à regarder Van alors qu'il est entouré de ses fidèles amis. Elle se demande comment elle peut bénéficier de la même attention que lui, car elle a toujours été négligée depuis sa naissance. Quand elle était petite, son père était toujours occupé par son travail et ne lui accordait presque pas de temps. Sa mère n'était pas non plus intéressée par l'éducation d'un enfant, alors elle l'a confié à une nounou et est partie faire du sac à dos à travers l'Europe. Personne ne lui prêtait attention en grandissant parce qu'elle était timide et à la limite de la bêtise. La seule bonne chose chez elle était sa magie de marionnettiste avec laquelle elle pouvait contrôler parfaitement les poupées. Art pensait pouvoir impressionner sa mère avec ça, mais elle s'est lourdement trompée. Sa mère l'a giflée et l'a abandonnée car la magie des marionnettes n'était pas jugée inutile, mais maléfique chez les nobles. Tout le monde l'a ignoré après ça, et à ses 10 ans, son père l'a envoyé épouser le seigneur d'un village sans nom. Elle s'inquiétait, mais Van s'est avéré être un homme très gentil, et malgré sa magie inutile, il restait confiant et aimé de tous. En le voyant, Art décide de s'entraîner encore plus à sa magie de marionnettiste pour qu'un jour tout le monde l'aime pour ça. Le lendemain, Van réunit les villageois pour des travaux et les motive avec la promesse d'un barbecue géant pour le soir. C'est alors qu'Arte vient le saluer et lui demande si elle peut le voir travailler car elle veut lui ressembler davantage. Mais c'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.